pour une personne de condition inférieure les trouble. Lorsque Sylvia charge Lisette de renvoyer le faux Dorante au motif qu'il lui est impossible d'aimer un tel homme, la femme de chambre, qui a percé son attachement, interroge sa maîtresse. « Son valet qui fait l'important, ne vous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte ?» Indignée par les insinuations de Lisette, Sylvia tente dès lors de décourager et repousser les avances de Bourguignon. De son côté, Dorante, très épris de Sylvia, est intuitivement conscient des obstacles qui interdisent à la jeune fille de l'aimer. Aussi la questionne-t-il. « Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête, et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait pas de répugnance pour moi ?» Assurément, lui répond-elle sans ambiguïté. Cette attirance pour Dorante et son embarras d'aimer un valet n'ont pas échappé à Orgon, qui se joue de sa fille en feignant de faire renvoyer ce Bourguignon, cause du trouble de Sylvia. La vive réaction de cette dernière achève de le conforter dans l'idée que son but est atteint. Elle est tombée amoureuse de Dorante. Ce dernier, quant à lui, ne parvient plus à assumer sa supercherie, et il finit par avouer à Sylvia sa véritable identité et les raisons qui l'ont conduit à échanger de qualité avec son valet. « Je voulais sous cet habit pénétrer un peu ce qu'était que ta maîtresse, avant que de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait. Et l'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux, et j'aime la suivante qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. » Cet aveu soulage Sylvia. Mais pour autant, la jeune fille entend de son côté poursuivre le jeu pour mieux éprouver son amant. Acte 3. Dorante accepte à contre-cœur que son valet épouse celle qu'ils croient tous deux être la fille d'Orgon. La seule condition est qu'il lui révèle son véritable état. Arlequin s'ouvre donc de sa condition auprès de Lisette, qui à son tour se dévoile. La désillusion des deux serviteurs est de courte durée. Ils ont compris que la fortune importe moins que la personne, ce qui fait dire à Arlequin: « Avant notre connaissance, votre dot valait mieux que vous, à présent, vous valez mieux que votre dot. » De son côté, Sylvia entend profiter de la situation pour essayer d'obtenir de Dorante la preuve de son amour. Elle voudrait qu'il la demande en mariage, acceptant ainsi de trahir sa fortune et sa naissance. Avec la complicité de son frère Mario, elle attise la jalousie de Dorante. Désormais, le jeune homme est le seul à être dans l'ignorance des jeux de rôle de chacun. Son valet lui a laissé croire qu'il allait épouser la fille de la maison. Il est censé aimer la domestique de celle qu'il était venu épouser, et cet amour est menacé par Mario. Tiraillé entre ses sentiments et son devoir de caste, il parvient à vaincre ses dernières réticences et déclare à celle qu'il croit encore être une femme de chambre: « Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous suffit à tous deux, et le mérite vaut bien la naissance. » Triomphante, Sylvia détrompe enfin le pauvre Dorante et lui avoue son amour. Pour leur plus grand soulagement, les jeunes maîtres vont pouvoir faire un mariage assorti. Les masques sont tombés et les jeux du hasard sont terminés. Tout est rentré dans l'ordre, chacun va se marier selon sa condition. Né à Paris le 4 février 1688, Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux passe son enfance et son adolescence à Riom, où son père est directeur de la Monnaie. Il commence à écrire très jeune et dès l'âge de 18 ans, il fait jouer à Limoges sa première comédie. Élève au collège des oratoriens de la ville, il est destiné à reprendre la charge de son père et entreprend à cet effet des études de droit à Paris à partir de 1710. Il a 22 ans et semble déjà prendre plus d'intérêt à la littérature qu'au droit. Il se montre peu assidu et préfère fréquenter les salons littéraires dans lesquels l'a introduit Fontenelle. 2 ans plus tard, il abandonne ses études et commence à travailler dans la banque de son père. Il débute sa carrière littéraire en publiant d'abord une pièce de théâtre, Le Père prudent et équitable, 1712, qui est sa première comédie en vers. C'est à cette époque qu'il prend résolument parti pour les modernes dans le dernier épisode de la querelle.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.